Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les ruines de l'Arche de Nippur font référence aux vestiges archéologiques de l'ancienne cité de Nippur, un important centre religieux de Mésopotamie. Nippur était le lieu de culte du dieu sumérien Enlil, considéré comme le maître de l'univers. Les ruines se composent d'une série de monticules archéologiques appelés tels, dont le plus grand atteint 25 mètres de haut. Cette zone s'étend sur 168 hectares dans la plaine mésopotamienne et était historiquement située sur l'Euphrate. La ville était fortifiée par d'imposants remparts et était un centre urbain important à son époque. Le temple principal de Nippur était l'Eker, également connu sous le temple d'Enlil. C'était un temple rectangulaire mesurant environ 45 mètres sur 21 avec une seule entrée. Ce temple a été construit pendant la période d'Ur III par Ur-Nammu, puis restauré et reconstruit par les rois qui ont régné sur Nippur pendant des siècles. Nippur n'était pas seulement un centre religieux, mais aussi un pôle d'activités culturelles et intellectuelles. La ville était réputée pour ses scribes, et des milliers de tablettes sumériennes ont été découvertes dans la partie orientale de la ville, souvent appelée le quartier des scribes. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. La pierre runique de Kensington, une dalle de grès gris ornée de runes scandinaves, fait débat. Il s'agit soit d'une preuve unique de l'exploration nordique en Amérique du Nord, soit d'un canular persistant provenant du Minnesota. En 1879, Olof Åman, un immigrant suédois, arrive dans le comté de Douglas. Alors qu'il défrichait sa ferme près de Kensington à l'automne 1898, il découvrit une dalle rocheuse avec des symboles gravés sur le côté et le fond. Ces marques ont ensuite été identifiées comme étant une écriture runique scandinave. La traduction généralement acceptée des runes se lit comme suit. Nous sommes 8 goths suédois et 22 norvégiens en voyage d'exploration du Vinland à l'ouest. Nous campons près de Döskeris, petite île rocheuse, à une journée de voyage au nord de cette pierre. Un jour, nous étions en train de pêcher. À notre retour à la maison, nous avons trouvé 10 hommes rouges de sang et morts. AVM, Ave Virgo Maria, où je vous salue, Vierge Marie, nous sauve du mal. Nous avons 10 hommes au bord de la mer pour s'occuper de nos navires, à 14 jours de voyage de cette île, année 1362. Si l'inscription s'avère authentique, elle place les marins norvégiens au cœur du continent nord-américain, 130 ans avant que Christophe Colomb n'atteigne les Antilles. Le grand baobab de Sunland est un baobab remarquable et célèbre situé en Afrique du Sud. Il est internationalement reconnu pour sa taille gigantesque, ses caractéristiques uniques et sa transformation en un bar unique. On estime que le grand baobab de Sunland a environ 6000 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens et des plus grands baobabs d'Afrique. Les baobabs sont connus pour leur apparence particulière, avec des troncs épais et gonflés et des branches clairsemées ressemblant à des racines. Ces arbres emblématiques ont une longue histoire d'importance culturelle et écologique dans la région. Le grand baobab de Sunland se distingue par sa taille colossale et l'espace creux à l'intérieur du tronc. L'arbre a une circonférence d'environ 47 mètres. À l'intérieur du tronc creusé se trouvent plusieurs chambres interconnectées, dont certaines peuvent accueillir confortablement jusqu'à 60 personnes. L'intérieur de l'arbre a été ingénieusement transformé en bar, offrant une expérience unique et enchanteresse. Le bar, nommé à juste titre de Big Baobab Pub, attire des visiteurs du monde entier. Les murs sont ornés d'objets fascinants, de photos et de messages laissés par les visiteurs précédents, ce qui ajoute à l'attrait de l'arbre. Le bar dispose également d'une cheminée confortable. Aimeriez-vous y prendre un verre et un repas? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Les chutes du Niagara comptent parmi les plus grandes et les plus célèbres chutes d'eau du monde, offrant un spectacle à couper le souffle. Mais saviez-vous qu'elles ont été asséchées par l'armée américaine en 1969 ? Le côté américain des chutes a été détourné vers le côté canadien pendant plusieurs mois dans le cadre d'un projet d'assèchement massif visant à évaluer l'érosion. Ce projet visait à éliminer les roches accumulées à la base des chutes qui avaient réduit de moitié la hauteur des chutes depuis 1931. Ce processus a été répété en 2004 pour remplacer 2 ponts. Les ingénieurs ont construit un barrage temporaire entre le côté américain de la rivière Niagara et la pointe orientale de l'île Goat, arrêtant ainsi l'écoulement de l'eau. Il existe plusieurs mythes et légendes sur ce qui pourrait se cacher sous les chutes du Niagara. L'une des plus populaires concerne le Maid of the Mist, un bateau à vapeur qui naviguait près des chutes au 19e siècle.
Les chutes n'ont pas été complètement asséchées, mais le processus d'assèchement a permis aux gens de voir la paroi rocheuse nue des chutes du Niagara. Pendant des années, les habitants du désert d'Atacama, au Chili, savaient que d'anciens os de baleines jonchaient le paysage rocheux. La région était même surnommée Cerro Balena ou colline aux baleines. Mais ce n'est qu'en 2010 que le monde a découvert l'extraordinaire beauté de ce site. Lors de l'élargissement de la route panaméricaine, des ouvriers du bâtiment sont tombés sur un immense cimetière de fossiles marins. Les archéologues ont découvert plus de 40 squelettes de baleines, dont des dizaines de baleines à fanon. Normalement, on trouve des squelettes de baleines un par un, mais ici, des dizaines étaient regroupés. Cela a soulevé de grandes questions. Comment autant de créatures marines massives, prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, ont-elles pu se retrouver à cet endroit? Plus intriguant encore, presque tous les squelettes étaient couchés de la même manière. Sur le dos, le ventre vers le haut, et tourné dans la même direction. Les chercheurs pensent donc que les baleines sont mortes en mer, ou peu après s'être échouées, et ont été rapidement ensevelies sous le sable, ce qui les a si bien préservées. Les squelettes ont été découverts en 4 couches distinctes, suggérant de multiples échouages massifs sur une période de plus de 10 000 ans, il y a environ 6 à 9 millions d'années. Et il ne s'agissait pas seulement de baleines, les scientifiques ont également découvert des fossiles de phoques, d'un cachalot éteint, d'une baleine à défense ressemblant à un morse et même d'un paresseux nageur. En 1799, une pierre de granit sombre a été découverte lors de travaux près du site égyptien de Rosette. La grande pierre était recouverte d'écritures illisibles. Les archéologues se rendirent compte qu'ils avaient fait une découverte incroyable et la pierre fut exposée au British Museum de Londres. Les inscriptions sur la pierre étaient rédigées en 3 langues. La partie supérieure de la pierre serait composée de hiéroglyphes égyptiens. La partie centrale serait écrite en démotique, un ancien système d'écriture égyptien, et la couche inférieure serait écrite en grec ancien. C'est finalement le français Jean-François Champollion qui s'est chargé de déchiffrer la pierre de Rosette. Il a suggéré que les cercles pourraient être les noms de rois et de reines égyptiens en hiéroglyphes, dont Cléopâtre et Ptolémée, mais le reste n'est toujours pas clair. De nos jours, la grande pierre se trouve au British Museum de Londres, où des souvenirs de la pierre de Rosette sont vendus. L'essentiel de cette collection d'objets liés aux fées a été rassemblé entre 1847 et 1902 par le riche explorateur Sir Bertram Eldridge Cholmondeley. Dévoué à prouver l'existence des fées, il a exploré le folklore mondial et les récits de rencontres avec des fées. L'un des visiteurs les plus célèbres de sa collection fut Sir Arthur Conan Doyle, fasciné par le sujet, notamment après les célèbres photographies de la fée de Cottingley. L'objectif ultime de Sir Bertram était de capturer une fée vivante et de communiquer avec elle. Mais il finit par conclure que le moindre contact humain leur était fatal. Bien qu'il ait réussi à en capturer quelques-unes, aucune n'a survécu en captivité, si bien que sa collection s'est limitée à des spécimens décédés. Parmi les pièces maîtresses figurent des fossiles provenant de gisements d'ardoise gallois, vieux de plus de 2 millions d'années, probablement la plus ancienne preuve physique de l'existence de petits hommes mythiques. La collection comprend des restes fossilisés d'esprits des bois aux ailes de papillons de nuit, d'esprits aquatiques et de ce que l'on pense être la plus grande fée britannique jamais répertoriée. Elle contient également 7 fées conservées dans de l'ambre, semblables à des insectes préhistoriques, ainsi qu'un kit d'exorcisme féerique contenant des outils et des talismans permettant de repousser les fées malicieuses ou malveillantes. Newgrange est une ancienne tombe à couloir située dans la vallée de la Boyne, dans le comté de Meath, en Irlande. C'est l'un des monuments préhistoriques les plus célèbres d'Irlande, estimé à environ 5200 ans, plus ancien que Stonehenge et les grandes pyramides de Gizeh. Le monument se compose d'un grand monticule, mesurant 85 mètres de diamètre et 13 mètres de haut, avec un passage de 19 mètres menant à une chambre centrale contenant 3 niches. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est que le passage et la chambre s'alignent parfaitement avec le soleil levant pendant le solstice d'hiver, créant une illumination à couper le souffle à l'intérieur du tombeau. On estime que Newgrange renferme environ 200 000 tonnes de matériaux, composés de pierres provenant de diverses sources, notamment du quartz blanc des montagnes de Wicklow et des montagnes de Mourne et de Cooley. La pierre la plus lourde trouvée à Newgrange pèse 10 tonnes. Bien que l'on pense généralement que Newgrange servait de tombeau ou de temple, sa fonction exacte demeure inconnue.
Construits sans mortier, le passage, la chambre et le toit en encorbellement ont été réalisés avec une précision extraordinaire, témoignant du savoir-faire des constructeurs néolithiques. Le pilier 43, également connu sous le nom de pierre du vautour, est un élément important du site antique de Göbekli Tepe en Turquie. Orné de sculptures complexes, ce pilier a suscité un vif intérêt grâce à la présence de symboles ressemblant à des sacs à main à son sommet. Ce symbole se retrouve également dans d'autres sculptures anciennes du monde entier, comme des reliefs en pierre réalisés par les Assyriens de l'Irak antique et les Olmèques de la Mésoamérique. Plusieurs théories existent quant à la représentation de ces sacs à main. La théorie 1 suggère que les sacs à main définissent symboliquement les lieux comme des temples. La théorie 2 propose que les sacs à main représentent des paniers ou des sacs sacrés utilisés dans les rituels religieux. La théorie 3 postule que les sacs à main sont la preuve d'une technologie avancée du passé ancien, utilisée pour transporter des objets importants tels que des sources d'énergie ou des connaissances. La théorie 4 décrit un lien avec des êtres extraterrestres tels que les Anunnaki, qui ont transféré de la technologie ou des connaissances à des civilisations anciennes. La théorie 5 stipule qu'il s'agit d'un symbole universel partagé par différentes cultures, indiquant une origine ou une connexion commune. Les Apkallu, souvent représentés comme des hommes barbus, sont des personnages de la mythologie mésopotamienne antique associés à la sagesse et au savoir. Ils sont parfois représentés avec des sacs ou des seaux qui ressemblent beaucoup aux sacs à main du pilier de Göbekli Tepe. Quelle théorie vous semble la plus logique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Saviez-vous que de vrais géants parcouraient autrefois la Terre? L'un d'entre eux était Anton de Frankenpoint, également connu sous le nom de Grand Anton en raison de sa taille incroyable. Il était très grand et servait de garde du corps à un homme nommé Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel pendant une méga-guerre appelée la guerre de 30 ans. Né en Allemagne, il était un véritable chef de l'armée allemande et son histoire est assez épique. À la mort d'Anton en 1596, son squelette se retrouva dans un musée, mais tout n'était pas terminé. Ses bras, ses omoplates, son sternum et même ses pieds manquaient ou étaient en liège, ce qui le rend très mystérieux. Mais il existe plusieurs exemples de géants censés avoir vécu sur Terre. En Équateur, des chercheurs ont découvert d'énormes ossements sur les terres du père Carlos Vaca en 2012. Ils ont découvert une partie d'un crâne humain et un os provenant d'un gros talon. Ces os étaient si gros qu'ils auraient pu appartenir à un humain gigantesque ou à un très grand singe. Imaginez si un être aussi colossal existait encore, il aurait eu une hauteur incroyable de plus de 7 mètres. Stucky était un chien de chasse qui a connu une fin tragique en poursuivant ce qui était probablement un raton laveur. Le chien s'est logé dans le tronc creux d'un arbre en Géorgie, aux États-Unis, où il est resté coincé pendant environ 20 ans. Les restes momifiés du chien ont été découverts par des bûcherons en 1980. On pense que Stucky est entré dans l'arbre dans les années 1960 à la poursuite d'un raton laveur. Au fur et à mesure qu'il grimpait le long du tronc, l'ouverture au bas de l'arbre s'est progressivement rétrécie, devenant un passage à sens unique. Stucky s'est retrouvé piégé et n'a pas pu s'en échapper. Le chêne a agi comme une chambre de conservation naturelle, momifiant le corps du chien au lieu de le laisser se décomposer. La découverte de Stucky a eu lieu lorsque des bûcherons ont abattu le chêne marronnier. Au lieu d'envoyer l'arbre à la scierie, les ouvriers ont décidé d'en faire don à un musée de l'arbre appelé Forest World. Le personnel du musée a baptisé le chien momifié Stucky, qui est devenu l'une de ses principales attractions, attirant l'attention de visiteurs du monde entier. Le processus exact de momification de Stucky n'a été compris que plus tard. On pense qu'un courant d'air ascendant à travers l'arbre creux a créé un effet de cheminée, empêchant les insectes et d'autres organismes d'être attirés par les restes du chien. En outre, les conditions sèches à l'intérieur de l'arbre, combinées à une substance naturelle, ont permis à la peau du chien de durcir et d'être conservée. Une grave sécheresse en Espagne a entraîné la réapparition du village de San Roma, disparu depuis longtemps. Le village avait été submergé en 1963 lors de la construction d'un barrage à proximité, mais la sécheresse a fait baisser le niveau d'eau du réservoir, révélant les ruines du village. Dans le système fluvial Ter Llobregat, principale source d'approvisionnement en eau de Barcelone, les réservoirs ne représentent plus que 27% de leur capacité. Cette situation a incité les autorités à mettre en garde contre la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour conserver l'eau. Lorsque le village de Sant Roma a refait surface, une église du XIe siècle, un cimetière vide et les fondations d'autres bâtiments sont devenus visibles.
On pense également que le village a été abandonné au XVe siècle en raison d'une épidémie de peste, mais qu'il a été habité à nouveau par la suite. Près de 60 ans après avoir été submergé, la redécouverte du village a attiré des visiteurs désireux de découvrir son histoire et son architecture. La sécheresse en Espagne a également entraîné la redécouverte d'autres villages et structures submergées, notamment le village de Mirones, submergé dans les années 1950 et révélé en 2017, et le village de Mediano, submergé dans les années 1970. Dans les années 1970, près d'un chantier du Vermont, une mystérieuse photo a été prise, montrant, selon certains, Bigfoot. Aussi connu sous le nom de Sasquatch, Bigfoot est une créature légendaire qui rôderait dans les forêts reculées, notamment en Amérique du Nord. À l'arrière-plan de la photo, une grande silhouette humanoïde apparaît sur le côté gauche, mais une enquête plus approfondie a révélé que rien à cet endroit ne pouvait expliquer cette apparition. Des témoins ont décrit la silhouette comme une énorme créature singulière et velue, mesurant de 2 à 3 mètres de haut, avec des pieds massifs. Les légendes autour de Bigfoot remontent à des siècles et trouvent leur origine dans le folklore amérindien. L'engouement moderne pour Bigfoot a pris son essor après le célèbre film de Patterson-Gimlin de 1967, tourné dans les forêts californiennes. Pensez-vous qu'ils ont vraiment vu Bigfoot sur le chantier, ou s'agissait-il d'une toute autre histoire? Dites-le moi dans les commentaires. Les figurines Dogu sont de petites statues humanoïdes en argile de l'époque Jomon au Japon et comptent parmi les plus anciennes sculptures connues du pays. Découvertes dans tout le Japon, elles sont connues pour leur apparence mystérieuse et leur possible utilisation rituelle. Nombre d'entre elles ont de grands yeux ronds, des hanches larges et des membres courts. Différents types régionaux incluent les Dogu aux yeux exorbités, les Dogu en forme de cœur et les Dogu aux yeux fendus. Certains chercheurs pensent que ces figurines étaient utilisées lors de rituels de fertilité car leurs hanches larges et leur ventre prononcé évoquent la grossesse. D'autres suggèrent qu'elles étaient destinées à la guérison, à la protection ou à la communication spirituelle. Plus de 18 000 Dogu ont été découverts, principalement dans le nord et l'est du Japon. Ils datent d'environ 2500 à 300 ans avant Jésus-Christ, vers la fin de l'époque Jomon, mais leur véritable fonction et leur origine restent encore un mystère aujourd'hui. Les dolmens du Caucase du Nord sont d'anciennes structures mégalithiques découvertes dans toute la région du Caucase, notamment en Abkhazie et en Russie. Ces dolmens datent de la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ et du début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ces structures se caractérisent par des dalles de pierre rectangulaires ou des rochers sculptés, souvent percés d'ouvertures circulaires sur leur façade. Elles couvrent une superficie d'environ 12 000 km² en Russie et en Abkhazie, la plupart pesant entre 15 et 30 tonnes. Malgré leur taille imposante, aucune trace de carrière ou de voie de transport importante n'a été trouvée à proximité. La construction de ces dolmens est d'une précision exceptionnelle, avec de grandes dalles de pierre s'emboîtant parfaitement grâce à des rainures spécialement conçues. Dans certains cas, les joints sont si serrés que même une lame de couteau ne peut s'y glisser. Les dolmens sont liés à la communauté de Klinyar et à la culture de Koban, mais leur fonction exacte reste controversée parmi les chercheurs. Certaines théories suggèrent qu'ils servaient de tombes funéraires, de preuves attestant d'inhumations collectives et successives au fil du temps. Le sceau cylindrique sumérien VA243 est un ancien artefact d'origine sumérienne qui a attiré l'attention grâce aux interprétations et aux affirmations de Zecharia Sitchin dans son livre La 12e planète. Sitchin a émis l'hypothèse que le sceau prouvait un contact entre les Sumériens et des êtres extraterrestres, en particulier les Anunnaki, qui selon lui provenaient de la 12e planète, Nibiru. VA243 est un sceau cylindrique finement gravé datant du 3e millénaire avant notre ère. Il représente divers symboles et images, dont certains pensent être des représentations de corps célestes, comme des planètes. Dans son livre, Sitchin a présenté la catastrophe de Nibiru, une théorie suggérant une collision catastrophique entre la Terre et une planète massive appelée Nibiru. Il a affirmé que Nibiru passe près de la Terre tous les 3600 ans, permettant à ses habitants conscients, les Anunnaki, d'interagir avec l'humanité. Selon l'interprétation de Sitchin des anciens textes religieux mésopotamiens, les Anunnaki étaient une race d'êtres extraterrestres ayant joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Il les associait aux dieux mentionnés dans la mythologie sumérienne et affirmait qu'ils étaient les premiers dieux de l'humanité. Avez-vous déjà entendu parler de l'inventeur nommé Héron Alexandrinus, également connu sous le nom de héros d'Alexandrie?
Il est né il y a environ 2000 ans à Alexandrie, en Égypte, et fut le premier inventeur de la machine à vapeur. Héro était également professeur au célèbre musée d'Alexandrie à l'époque où la méga populaire bibliothèque d'Alexandrie battait son plein. Il a écrit un livre intéressant intitulé Pneumatica, dans lequel il décrit plus de 78 machines différentes, dont l'aéolipile. L'aéolipile est en fait une sphère rotative avec des buses sur les côtés, et lorsque vous soufflez de la vapeur hors de ces buses, la sphère commence à tourner comme une folle. Héro était bien en avance sur son temps avec cette invention, mais curieusement, les gens l'ont presque oublié. Ce n'est qu'en 1577 qu'un homme nommé Taqi al-Din redécouvre la machine à vapeur. Il a fabriqué quelque chose d'étrangement similaire au design de Héro et l'a utilisé pour faire tourner une broche. Au cœur de la Normandie, en France, se dresse un chêne majestueux, le chêne de la Chapelle. Ce qui rend ce chêne extraordinaire, c'est sa caractéristique unique. Une chapelle construite à l'intérieur de son tronc creux. Cette symbiose remarquable entre la nature et la chapelle a fait du chêne de la Chapelle un lieu vénéré et sacré pour les visiteurs du monde entier. Son origine remonte au XIe siècle lorsqu'un éclair a creusé une cavité dans l'arbre. La population locale décida de transformer cette cavité en lieu de prière, reconnaissant ainsi la signification symbolique de l'arbre. Au fil des siècles, l'arbre a servi de chapelle, offrant réconfort et refuge spirituel aux villageois et aux pèlerins. Le chêne de la Chapelle est également devenu un symbole emblématique de résilience, ayant traversé des siècles d'histoire, y compris les turbulences des guerres. L'intérieur creux de l'arbre comporte un petit autel, des objets religieux et des bancs de bois sculptés de façon complexe. Jabal Spean est un site archéologique situé dans le parc national du Phnom Kulen, dans la province de Siem Reap, au Cambodge. Ce site est connu sous le nom de Vallée des 1000 Lingga. Le site est situé le long d'un tronçon de 150 mètres de la rivière Stung Jabal Spean. Le lit et les rives de la rivière sont couverts de centaines de linggas, représentant le dieu hindou Shiva, et de yonis, le pendant féminin du linga. Ces linggas sont ingénieusement sculptés dans les formations de grès du lit de la rivière. Les linggas et les yonis étaient censés sanctifier l'eau de la rivière qui s'écoulait ensuite vers Angkor et ses temples. Jabal Spean présente également diverses sculptures de figures mythologiques hindoues, notamment des représentations de Shiva, Vishnu, Brahma, Lakshmi, Rama, Hanuman et d'animaux tels que des vaches et des grenouilles. Les sculptures ont été créées au XIe et XIIe siècle sous le règne des rois Suryavarman Ier et Udayaditya-Varman II. Les linggas et les sculptures sont restés cachés sous les eaux de la rivière Stung Jabal Spean pendant des siècles jusqu'à ce qu'ils soient révélés lorsque le niveau de l'eau a baissé pendant la saison sèche. Le chercheur français Jean Boulbé les a découverts en 1969. Il a exploré la zone pendant la saison sèche lorsque le niveau de l'eau était bas, exposant les sculptures complexes qui avaient été précédemment submergées sous la rivière. En 2012, un important projet de construction à San Antonio, au Texas, a subi d'importants retards à cause d'une araignée. Mais pas n'importe laquelle. Alors qu'il travaillait sur un nouveau tunnel de 15,1 millions de dollars, un biologiste a découvert par hasard l'araignée tisserande de la grotte aux chauves-souris de Bracken, une araignée aveugle extrêmement rare qui n'avait pas été vue depuis plus de 30 ans. Découverte dans un trou de 6 mètres de profondeur dans le terre-plein central de l'autoroute, cette araignée, pas plus grosse qu'une pièce de 10 centimes, a été inscrite sur la liste des espèces menacées en 2000. L'araignée tisserande de la grotte aux chauves-souris de Bracken n'existe que dans le comté de Bexar, au Texas, et sa redécouverte a été comparée à la découverte d'une nouvelle île des Galapagos en raison de la biodiversité unique de la région. Après cette découverte, le projet a été interrompu et les biologistes ont commencé à explorer le site, identifiant finalement 19 autres grottes ou gouffres similaires. Une minuscule araignée a causé un retard de plusieurs millions de dollars et a fait la une des journaux du monde entier. Lorsque vous voyez cette griffe pour la première fois, vous pensez probablement qu'elle provient d'un énorme monstre. Cette griffe fascinante a été découverte par des archéologues dans les grottes du mont Owen en Nouvelle-Zélande. On pense qu'elle appartient à un oiseau disparu, le moa, qui n'aurait pas d'ailes. Ce qui rend cette découverte rare et incroyable, c'est que la chair et les muscles sont restés intacts, bien que l'oiseau ait disparu de la surface de la Terre il y a 2000 ans pour des raisons inconnues. L'oiseau géant pouvait atteindre une taille impressionnante de 3,6 mètres et peser 250 kg.
Si vous voulez voir cette énorme griffe en vrai, c'est possible. Elle se trouve au musée d'histoire naturelle de Nouvelle-Zélande où elle est bien conservée. La momie des montagnes de San Pedro, souvent appelée Pedro, est une petite figure humanoïde momifiée découverte en octobre 1932 dans les montagnes de San Pedro, dans le Wyoming. Les chercheurs d'or Cecil Main et Frank Sarr ont découvert la créature après avoir fait exploser une grotte scellée. Pedro, assis, mesurait seulement 16,5 cm et aurait dû mesurer environ 35,5 cm debout. La momie avait un crâne aplati, de larges orbites et une peau brun rougeâtre bien préservée. Elle était enveloppée d'une substance gélatineuse et les radiographies ont révélé un squelette entièrement développé avec des dents. Certains chercheurs ont supposé que Pedro appartenait à une race perdue de petits hommes décrite dans les légendes amérindiennes. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un nourrisson atteint d'anencéphalie, une maladie rare caractérisée par l'absence de parties du cerveau et du crâne. Pedro a été étudié et exposé pendant des années, mais après la mort de son propriétaire Ivan Goodman, dans les années 1950, la momie a mystérieusement disparu et n'a jamais été revue. Les îles de Malte et de Gozo abritent plusieurs temples mégalithiques, chacun doté de caractéristiques architecturales et d'une importance historique unique. Ces temples sont considérés comme les plus anciennes structures isolées du monde. À Gozo, les deux imposants temples de Gantilla se distinguent par leur construction datant de l'âge du bronze. D'un âge estimé à plus de 5500 ans, ils sont antérieurs à Stonehenge et aux pyramides d'Égypte. Certains des blocs de calcaire utilisés pour leur construction mesurent jusqu'à 5 mètres de long et pèsent plus de 50 tonnes. À Malte, plusieurs autres temples présentent une architecture impressionnante, construite avec les ressources limitées dont disposaient leurs créateurs. Les temples de Agarkim, Najdra et Tarxien sont considérés comme des chefs-d'œuvre architecturaux et ont été construits au néolithique à partir d'environ 3500 avant Jésus-Christ. Les bâtisseurs de ces temples n'avaient pas accès à des outils en métal et travaillaient avec des matériaux très limités, ce qui rendait leur construction d'autant plus remarquable. Ces temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, ils servaient également à des rituels, des enterrements et des rassemblements sociaux. En 1885, un ouvrier nommé Reidel, qui travaillait dans une fonderie, est tombé sur quelque chose d'étrange à Schondorf-Vöcklabruck, en Autriche. Il a brisé un bloc de lignite extrait de Wolfsegg. Et ce qui était caché dans ce charbon était un cube de métal super cool ou quelque chose comme ça. Depuis cette découverte, cette chose est devenue une véritable star dans le monde des découvertes mystérieuses. Il s'appelle le fer Wolfsegg ou le cube de Salzbourg et il suscite la curiosité des chercheurs et des passionnés. Ils ne savent pas d'où ça vient et c'est là le grand mystère. Certains pensent que cela prouve qu'il existait des civilisations anciennes qui étaient beaucoup plus intelligentes que nous ne le sommes aujourd'hui. D'autres disent qu'il pourrait s'agir d'un morceau de roche spatiale qui s'est écrasé sur Terre. En 1966, un groupe d'experts a examiné la chose dans un musée de Vienne et ils ont pensé qu'il ne s'agissait pas d'un morceau de roche spatiale, mais qu'il avait été fabriqué par des mains humaines. Cela soulève la question de savoir qui ou quelle civilisation intelligente aurait fabriqué le fer Wolfsegg. Qu'en pensez-vous ? En 2015, un incident remarquable s'est produit dans un quartier résidentiel d'Orlando qui a attiré l'attention des habitants et des amateurs d'abeilles. Une ruche contenant plus de 50 000 abeilles a été découverte, ce qui a provoqué un véritable engouement dans la communauté. Le nid, pesant environ 45 kg, était suspendu à une branche entre deux cours. Cette découverte a suscité l'intervention de l'apiculteur Jason de Bee Serious, qui a soigneusement retiré les rayons de miel et replacé les abeilles dans une boîte spécialement conçue à cet effet. S'agissant d'une colonie sauvage, il a dû prendre des précautions supplémentaires pour gérer et contrôler les abeilles. Il a retiré la reine et l'a remplacée par une nouvelle reine, assurant ainsi une meilleure gestion de la colonie à son nouvel emplacement. Bien que le miel du nid ne puisse pas être consommé pour des raisons de sécurité alimentaire, Jason a remarqué que la cire d'abeille avait de la valeur et pouvait être fondue et réutilisée. Malgré le grand nombre d'abeilles dans le nid, elles n'ont pas eu de comportement agressif. L'île Mormon est une ville fantôme qui a été submergée sous le lac Folsom en Californie après la construction du barrage de Folsom en 1955. Cependant, en raison des sécheresses de ces dernières années, le niveau d'eau du lac Folsom a baissé suffisamment pour révéler les vestiges de cette ville de l'époque de la ruée vers l'or, autrefois florissante.
La ville a été fondée par des prospecteurs d'or dans les années 1840, notamment par un groupe de Mormons volontaires qui ont participé à la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848. En 1853, la ville comptait environ 2500 habitants, 4 hôtels, 5 magasins généraux et une zone commerciale prospère. Les vestiges de la ville découverts comprennent des fondations de bâtiments, des briques, des poteries cassées et des clous rouillés. Depuis, le site est devenu une attraction populaire pour les visiteurs qui souhaitent voir les vestiges de la ville. Toutefois, les visiteurs sont priés de ne pas emporter d'objets. Imaginez que vous êtes agent immobilier, que vous vous promenez tranquillement dans une maison et que vous ouvrez la porte d'un placard pour découvrir un donjon secret. C'est exactement ce qui est arrivé à Jessica Lau, une agente immobilière de Floride, lors d'une visite. Elle a partagé cette étrange découverte sur TikTok et la vidéo est devenue virale instantanément. En plus de 10 ans d'expérience dans l'immobilier, elle n'avait jamais rien vu de tel. Ce qu'elle pensait être un simple placard dans une chambre à l'arrière menait en réalité à une épaisse porte en fer, et derrière, un étroit escalier menant en bas. C'est déjà étrange, les sous-sols sont extrêmement rares en Floride en raison de la nappe phréatique élevée. Une fois en bas, Jessica a constaté que la pièce était équipée de l'électricité, de l'eau et d'un déshumidificateur, ce qui suggère qu'elle était destinée à abriter des personnes ou autre chose. La pièce en béton, sans fenêtre, était recouverte d'un tapis usé et d'un pouf rouge dans un coin, ce qui donnait à l'espace un aspect bien trop sinistre pour être un simple abri anti-tempête. Sur TikTok, les utilisateurs ont réagi avec inquiétude, exhortant Jessica à appeler la police pour vérifier si des personnes avaient disparu. D'autres ont spéculé sur un abri anti-atomique, mais Jessica a souligné que la lourde porte à barreaux était très inhabituelle pour une cachette classique. Les lignes de Nazca sont des géoglyphes ou des dessins dans le sable du désert dans la province de Nazca, au Pérou, et n'ont été découvertes qu'au XXe siècle. On y trouve des dizaines de figures d'animaux, des centaines de formes géométriques et des milliers de lignes conservées depuis longtemps. On pense que ces lignes ont été réalisées entre 200 avant et 900 après Jésus-Christ par les Indiens de Nazca et du Paraguay. Depuis le sol, on voit à peine les lignes, mais lorsqu'on les survole en avion, les dessins deviennent bien plus clairs. Cela signifie que les personnes qui vivaient à cette époque avaient probablement déjà des connaissances géométriques. La question est de savoir pourquoi ces lignes ont été créées. D'après certaines théories, on dit qu'elles ont été créées pour que les dieux puissent les voir d'en haut, tandis que d'autres pensent qu'elles ont une signification religieuse. D'autres encore pensent que les lignes de Nazca ont été utilisées pour communiquer avec des extraterrestres. L'origine de ces lignes reste donc encore un grand mystère. En 1924, une chambre souterraine remplie de milliers d'artefacts mystérieux fut découverte à Glozell, en France. La découverte fut faite par hasard lorsqu'un jeune agriculteur, Émile Fradin, découvrit l'espace caché alors qu'il labourait avec une vache. Au cours des 6 années suivantes, plus de 3000 artefacts furent mis au jour. Le 1er mars 1924, la vache de Fradin se planta le sabot dans le sol. En libérant l'animal, il découvrit une chambre contenant des ossements humains et des fragments de céramique. La pièce avait des murs en briques d'argile et un sol carrelé. Conscient de l'importance du site, Fradin entreprit des fouilles plus approfondies. Le 24 mai 1925, les fouilles commencèrent sous la direction du docteur Morley, révélant des tablettes gravées, des outils en pierre, des ossements et des objets en silex. Morley data les artefacts du néolithique, mais leur authenticité reste controversée à ce jour. Malgré des études approfondies, il n'est toujours pas clair si les artefacts de Glozell sont véritablement anciens ou s'ils sont les créations astucieuses d'un faussaire. Dans l'un des endroits les plus isolés de la planète, les statues Moai se dressent comme les témoins durables d'une civilisation ancienne. Ces statues ont été sculptées dans la roche volcanique trouvée sur l'île, principalement dans le cône volcanique de Rano Raraku, qui servait de carrière principale. Le peuple Rapa Nui a créé ces statues entre 1250 et 1500 après Jésus-Christ. Contrairement à la croyance populaire, les Moai ne sont pas seulement des têtes, ils ont aussi des torses, bien que beaucoup soient partiellement ou entièrement enterrés. En moyenne, les Moai mesurent 4 mètres de haut et pèsent 10 tonnes, tandis que le plus grand Moai encore debout, celui de Paro, atteignait près de 10 mètres de haut et pesait 82 tonnes. Le plus lourd, situé à Ahu Tongariki, pesait 86 tonnes. Les spécialistes pensent que les Moai étaient transportés debout grâce à une technique de balancement ou de marche, car les déposer à plat sur un traîneau aurait nécessité environ 1500 personnes pour les plus grandes statues.
Ces figures représentaient les ancêtres et étaient considérées comme des esprits gardiens qui veillaient sur leur tribu et apportaient la bonne fortune. Les tombes royales d'Ur sont un ensemble de sites funéraires antiques situés dans la ville d'Ur, au sud de la Mésopotamie, aujourd'hui en Irak. Ces tombes remontent à environ 4800 ans et contiennent environ 2000 sépultures, dont 16 sont considérées comme royales. Les fouilles des tombes royales d'Ur ont été dirigées par l'archéologue britannique Leonard Woolley dans les années 1920 et 1930. Woolley a découvert que les tombes n'étaient pas de simples fosses, mais des structures en pierre, souvent à plusieurs chambres. Les corps y étaient entourés d'objets extraordinaires tels que des perles d'or, des reliques en bronze, des sceaux cylindriques, des instruments de musique, des céramiques et des artefacts associés à des rituels de masse. L'une des découvertes les plus importantes est la tombe intacte d'une femme royale nommée la reine Pouabi. Sa tombe contenait divers trésors, notamment des bijoux en or, en argent, en lapis-lazuli, en cornaline et en agate. On pense que les occupants des tombes étaient peut-être liés par le sang ou par alliance. Certaines tombes contenaient des squelettes masculins placés comme garde à l'entrée, tandis que des femmes servantes ont été trouvées à l'intérieur. Saviez-vous que des documents ultra secrets du FBI ont été révélés, ce qui nous fait réfléchir à quel génie Nikola Tesla était? Et devinez d'où il a pu puiser son inspiration. Vénus! Oui, la planète Vénus. Selon ces documents, la technologie radio super cool de Tesla, qui constitue la base de tout ce que nous utilisons aujourd'hui, pensez aux smartphones, aux ordinateurs, aux fusées et même aux vaisseaux spatiaux, pourrait avoir été inspirée par des êtres extraterrestres. Tesla était quelqu'un de très en avance sur son temps. En 1926, il réfléchissait déjà à un monde où l'on pourrait communiquer non seulement avec le son, mais aussi avec des images, le tout avec un appareil qui tient dans la poche. Mais voici la partie effrayante. Après la mort de Tesla en 1943, des agents de l'Office of Alien Property Custodian des États-Unis ont confisqué tous ses biens. Tesla prétendait avoir inventé une arme super puissante, le rayon de la mort. Cela s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale et le gouvernement ne voulait pas que les ennemis s'emparent de cette arme. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui possède les biens de Tesla et ce qui est arrivé à toutes ces idées secrètes. Qui sait ce qu'il avait trouvé d'autre? L'histoire de l'arbre qui a avalé une bicyclette sur l'île de Vashon dans l'état de Washington a intrigué de nombreuses personnes au fil des ans. L'histoire est souvent accompagnée de photos d'un vélo encastré dans le tronc d'un arbre. La légende urbaine prétend que le vélo aurait été laissé et enchaîné à l'arbre par un garçon parti à la guerre en 1914. Des années plus tard, un homme du nom de Don Poose s'est manifesté et a identifié le vélo figurant sur les photos comme étant le sien. Il a confirmé qu'il l'avait laissé à l'endroit indiqué sur les photos, mais n'a pas mentionné qu'il l'avait laissé enchaîné à un arbre. Le phénomène de l'engloutissement d'objets, tels que des vélos par des arbres, est connu sous le nom de tree swallowing ou tree encasement. Il se produit lorsqu'un arbre pousse autour d'un objet et l'incorpore progressivement dans son tronc au fur et à mesure de sa croissance. Ce processus peut prendre plusieurs années en fonction de la vitesse de croissance de l'arbre et de la taille de l'objet. 2022 a été une année de sécheresse dans de nombreuses régions du monde. Cependant, la sécheresse qui a frappé l'Europe a révélé une flotte de 20 navires de guerre nazis qui avaient coulé dans le Danube pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces navires appartenaient à la flotte hitlérienne de la mer Noire et ont été coulés en 1944 lors de la retraite de l'armée allemande face aux forces soviétiques. La flotte se composait de dizaines de navires de guerre et certains d'entre eux ont encore des canons, des tourelles, des points de commandement et des mâts brisés. On pense que de nombreux autres navires sont enfouis sous les bancs de sable de la rivière. Les navires coulés se trouvent à la fois dans la partie serbe du Danube et dans le pays voisin, la Roumanie, et l'on estime qu'il y a jusqu'à 100 navires sur l'ensemble du fleuve. Selon le ministre des Transports Belimir Trajilovic, environ 10 000 explosifs sont cachés dans les épaves exposées, ce qui représente un danger important pour toute personne entrant en contact avec elles. En 2020, le personnel de sécurité d'un chantier de Birmingham a eu la peur de sa vie. Des images de surveillance ont capturé la silhouette fantomatique d'une femme traversant le chantier au milieu de la nuit. L'incident s'est produit aux premières heures du mardi 18 août 2020 sur Sherborne Street, dans le centre de Birmingham. La mystérieuse femme, vêtue d'une robe et tenant un objet, a été filmée par une caméra de sécurité à détection de mouvement. Mais lorsque les gardes ont vérifié la zone quelques minutes plus tard, il n'y avait personne. Le directeur de l'entreprise de sécurité a déclaré n'avoir pas fermé l'œil de la nuit après avoir vu les images. La véritable nature de cette silhouette reste un mystère à ce jour.
La vidéo de surveillance a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux où elle a été visionnée des milliers de fois et a suscité un vif débat. Les grottes de Lascaux sont situées dans la vallée de la Vézère en France. En 1940, ces grottes ont été découvertes par un jeune homme de 18 ans lorsque son chien est tombé dans un trou près d'une forêt. Le jeune homme a appelé 3 de ses amis et ils ont décidé d'explorer la grotte. On y a trouvé un grand nombre de peintures rupestres représentant principalement des animaux préhistoriques, notamment des bisons, des cerfs, des rhinocéros, des chevaux et des taureaux. Les experts estiment que ces peintures ont été réalisées il y a environ 17 000 ans. Elles sont réalisées avec des couleurs rouges, jaunes, noires et malgré leur ancienneté, elles sont bien conservées. Malheureusement, les grottes sont menacées par des bactéries et des champignons et ont dû être fermées au public. Si vous souhaitez tout de même visiter les grottes, vous pouvez vous rendre quelques 100 mètres plus loin où une réplique des grottes est accessible à tous. Des chercheurs en Arizona ont identifié ce qui pourrait être la plus ancienne arme à feu jamais découverte sur le continent américain. Découverte près de la rivière Santa Cruz, dans le sud de l'Arizona, l'arme aurait été utilisée lors de l'expédition de Francisco Vázquez de Coronado à la recherche des légendaires 7 cités de Cibola. Ce canon en bronze est particulièrement remarquable car il s'agit de la première arme à feu directement liée à l'expédition de Coronado et potentiellement du plus ancien canon jamais découvert sur le continent. Si Coronado n'a jamais découvert les mythiques cités d'or, son voyage l'a conduit à explorer des régions comme le Grand Canyon et à entrer en contact avec des colonies indigènes. L'arme a été exhumée à l'automne 2020 dans la colonie de San Jerónimo III, sur le sol d'une structure espagnole en pierre et en adobe. Le canon, mesurant 107 cm de long et pesant environ 18 kg, a probablement été coulé au Mexique ou dans les Caraïbes et monté sur un trépied en bois pour défendre les fortifications. Il pouvait tirer des projectiles de plomb à plus de 650 mètres. Cependant, cette pièce a été retrouvée déchargée, probablement abandonnée à la hâte après une attaque qui a forcé les colons à fuir, où elle est restée intacte pendant des siècles. La Roche-aux-Fées est un impressionnant monument mégalithique situé à Essé, en France, considéré comme l'un des dolmens les mieux préservés d'Europe. On estime qu'il date de 3000 à 2500 avant Jésus-Christ, soit environ 4500 à 5500 ans. La structure mesure 19,5 mètres de long, 6 mètres de large et 4 mètres de haut. Elle est constituée d'environ 48 blocs de pierre, dont le plus lourd pèse environ 45 tonnes. Les pierres utilisées pour sa construction ont été extraites vers 3000 avant Jésus-Christ dans la forêt du Teil de Bretagne, à environ 4 km au sud d'Essé. L'entrée s'aligne parfaitement avec le lever du soleil lors du solstice d'hiver. La taille et le poids massif des pierres ont donné naissance à de nombreuses légendes autour du monument. L'une d'elles suggère que des fées auraient transporté les pierres jusqu'au site. Au fil du temps, l'érosion de l'herbe et de la roche a rendu visible la Roche-aux-Fées, autrefois cachée. L'épopée de Gilgamesh est un ancien poème mésopotamien qui raconte l'histoire de Gilgamesh, roi de la cité-État d'Uruk. Il est considéré comme l'une des plus anciennes œuvres littéraires conservées. La version la plus complète de l'épopée de Gilgamesh a été découverte sur 12 tablettes d'argile datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ces tablettes ont été retrouvées dans la bibliothèque d'Assur-Banipal à Ninive, capitale de l'Empire assyrien. L'auteur de l'épopée serait Sin-Legi-Unini, dont le nom peut se traduire par « Dieu de la lune, accepte ma prière ». L'épopée de Gilgamesh relate des interactions entre Gilgamesh et les dieux Anunnaki. Gilgamesh est désigné dans une prière comme le roi suprême, juge des Anunnaki. La version akkadienne de l'épopée reste incomplète, seuls environ 2000 des 3000 vers du poème ayant été découverts à ce jour. Les anciennes tablettes babyloniennes, datant d'environ 1800 avant Jésus-Christ, contiennent les parties les plus anciennes d'un seul récit de l'épopée. Le texte le plus complet se trouve sur 12 tablettes akkadiennes incomplètes. Ces tablettes ont été découvertes au milieu du 19e siècle par l'assyriologue turc Hormuzd Rassam dans la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal à Ninive. Croyez-vous à la théorie des Anunnaki? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.